J'ai rien pu faire, j'étais sidérée. Et quand il m'a relâchée, il m'a dit, en souriant, « Tu n'en parleras pas, t'es gentille. » Enfin, il fallait que je sois toujours gentille. Épisode 1, l'agression, la sidération. Le procès de Mazan a mis en avant les viols commis sous soumission chimique. La victime, Gisèle Pellicot, a été droguée au somnifère, mais bien d'autres produits sont utilisés. Le fameux GHB, le tramadol, l'alcool, le cannabis. Chaque année, des centaines de victimes subissent ce cauchemar dont elles n'ont pas ou peu de souvenirs, mais qui s'inscrit dans leur cerveau par la mémoire traumatique. Une mémoire que développent aussi des victimes souvent très jeunes, qui sont pourtant conscientes, non droguées, lors de cette agression insupportable. Soumises à un stress intense, elles ne peuvent réagir, elles sont tétanisées, en état de sidération. S'ensuit fréquemment une amnésie traumatique, amnésie aux très lourdes conséquences physiques et psychiques. Que sont la mémoire traumatique, l'amnésie traumatique, la dissociation? Comment en sortir? Par qui se faire aider? Et comment obtenir réparation? On en parle avec le docteur Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Docteur Salmona, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages sur ces traumatismes. Le prochain, publié début 2025 chez Duno, évoque l'espoir d'enrayer la fabrique des agresseurs sexuels. On y reviendra à la fin de ce podcast en 6 épisodes dans lequel nous allons suivre le cheminement de la mémoire traumatique chez les victimes de violences sexuelles. Et on va partir du début, de l'agression. Et pour comprendre la sidération, on va s'intéresser à des victimes souvent jeunes, souvent des enfants. Au cours de l'agression sexuelle, du viol, elles vivent un stress extrême. Leur cerveau subit une telle violence qu'elles sont, on le dit, sidérées. Ça veut dire quoi, cette sidération ? Alors, la sidération, c'est vraiment un choc psychologique. C'est un état de choc avec un blocage des fonctions supérieures. C'est-à-dire que c'est tellement terrorisant, irréprésentable, ça bascule, c'est un peu comme si le monde basculait d'un seul coup avec quelque chose qui va dépasser toutes les capacités de comprendre ce qui est en train de se jouer et de pouvoir l'analyser en fait, c'est impensable. Et cette sidération, on la retrouve vraiment fréquemment pour les victimes de viol. Pour les adultes, c'est près de 70% des femmes qui subissent un viol qui ont ce phénomène de sidération où elles ne peuvent pas réagir. C'est une sidération à la fois mentale, physique, elles ne peuvent pas bouger, ou elles bougent mais sans pouvoir contrôler leur mouvement. Et chez les enfants, c'est bien plus important, c'est près de la totalité des enfants qui vont être sidérés parce qu'ils ont encore des fonctions supérieures qui sont plus immatures et qui vont être encore plus bloquées par cette situation. On va juste écouter, si vous voulez bien, le récit d'Elisa. Elle avait 7 ans quand, sur le chemin de l'école, un inconnu se jette sur elle. Écoutez-la. J'ai entendu courir derrière moi et je me suis sentie... J'ai pas eu le temps de me retourner, je me suis sentie portée et... Je crois que j'ai pas crié, j'ai rien fait. Et en fait, après, il m'a emmenée dans le bas-côté. Et là, il m'a violée. Et... à un moment donné, j'ai l'impression que je revenais de je ne sais trop où. Il était en train de m'étrangler et il a lâché. Il a arrêté. Ce témoignage d'Elisa a été recueilli par France 3 Régions Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on l'entend, en fait, le cerveau, il va disjoncter en quelque sorte. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que la sidération, qui fait que les fonctions supérieures sont bloquées, vont pas pouvoir... Ça veut dire que les fonctions supérieures, normalement, modulent les réactions émotionnelles. C'est-à-dire que face à un danger de mort, un danger très grave par rapport à l'intégrité physique, et puis quelque chose qui est un acte cruel, inhumain, il y a un allumage émotionnel très, très important. C'est une petite structure, on va y revenir, qui s'appelle l'amygdale cérébrale, avec une sécrétion d'hormones de stress très importante. Et cette sécrétion va être possiblement modulée par les fonctions supérieures à partir du moment où on peut penser l'événement, on peut le décrypter, on peut imaginer une solution. Mais s'il n'y a aucune possibilité de penser cet événement parce que tout est bloqué, il ne va pas y avoir de contrôle de cette réponse émotionnelle. Et la réponse émotionnelle va devenir énorme. En fait, ça va devenir un stress dépassé qui représente un risque
vital pour l'organisme, parce que c'est des sécrétions de taux d'hormones, de stress, adrénaline, cortisol, qui sont cardiotoxiques et qui sont neurotoxiques pour le cortisol, cardiotoxiques pour l'adrénaline. Et c'est là qu'en fait le cerveau va lancer un mécanisme de sauvegarde. Alors bien entendu, c'est très imagé, c'est un peu comme un circuit électrique qui serait en survoltage, où les appareils vont griller, le cerveau, et puis le cœur, enfin tout l'appareil cardiovasculaire, et ça va créer une sorte de disjonction, effectivement, qui va isoler l'amygdale cérébrale, qui va plus pouvoir faire sécréter l'adrénaline et le cortisol, et d'un seul coup, il n'y a plus de réaction émotionnelle. C'est une sorte de sécurité, en fait, ça empêche de mourir. Voilà, ça empêche un risque vital, hein, mais ça va avoir un coût très important qui va être l'arrivée de troubles, la mise en place de troubles psychotraumatiques lourds. Et pour qu'on comprenne bien, la victime donc se laisse faire. Elle ne dit pas non. Et c'est ainsi qu'on le dit après, tu n'avais rien dit, tu n'avais pas dit non. Ça, évidemment, on reviendra sur les conséquences pour la victime, mais on en fait une sorte de reproche alors que la victime ne peut rien faire d'autre. Oui, c'est pas une volonté de sa part. C'est pas du tout une volonté. C'est pas elle qui décide de ne pas crier. C'est pas elle qui décide de ne pas fuir. Ça, elle ne peut pas le faire. Elle n'a pas la possibilité. Elle n'a pas les capacités au niveau de ses fonctions supérieures de le faire. Ensuite, elle est envahie par ce stress énorme qui fait qu'elle pense qu'elle va mourir. Et c'est pas une figure de style. Elle pourrait mourir. Et d'un seul coup, effectivement, il va y avoir cette disjonction qui va faire que elle va perdre toutes ses capacités émotionnelles. Et c'est là que se met en place ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Il faut bien séparer sidération, qui empêche de réagir au moment des faits, et la dissociation, qui va en fait priver la victime de toutes ses capacités émotionnelles. Or, c'est avec nos capacités émotionnelles qu'on peut réagir aux événements, qu'on peut s'opposer aux événements, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement. Et c'est là où l'agresseur va pouvoir prendre le pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie de l'agresseur, ça va être de sidérer la victime pour pouvoir obtenir cette dissociation, qui ensuite va pouvoir durer, parce que la sidération, c'est ça dure pas longtemps, c'est un état de choc qui dure pas forcément très longtemps, mais la dissociation peut s'installer dans la durée et va rendre la victime très vulnérable à l'agresseur et dans l'incapacité de réagir face à cet agresseur. Et c'est ce qu'on reproche de façon cruelle aux victimes, alors que c'est un phénomène qu'on retrouve pas uniquement dans le viol, dans les violences sexuelles, mais dans toutes les situations traumatiques lourdes et toutes les situations où les gens sont menacés de mort ou sont confrontés à un risque vital très important, un danger très important. Les victimes qui se retrouvent en état de sidération, c'est pas lié au sexe de la victime, c'est pas plus les femmes que les hommes, c'est pas lié à leur personnalité. C'est lié à quoi? À leur vulnérabilité? Alors, c'est avant tout lié à la stratégie de l'agresseur, à sa volonté, à son intentionnalité de détruire, à son intentionnalité de porter atteinte à la dignité de la victime. C'est son acte cruel inhumain qui est avant tout. Mais après, il y a des victimes qui vont être plus ou moins sidérées parce que leur cerveau est plus ou moins vulnérable à cette situation-là. Et c'est plus les enfants sont jeunes, plus leurs fonctions supérieures vont se bloquer. Moins ils auront d'outils pour essayer de résister à la situation, mais aussi les personnes en situation de handicap, toutes les personnes qui ont aussi des atteintes neurologiques avec un cerveau qui est plus vulnérable. Donc et puis on sait aussi que la sidération peut être d'autant plus importante que c'est aussi un proche qui d'un seul coup bascule avec un regard d'assassin en face de soi sans que ce soit totalement compréhensible. Donc il y a plusieurs éléments qui vont interagir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie de l'agresseur, elle va s'adapter à la situation, à l'âge de la victime, à sa vulnérabilité. Ce sera très facile de sidérer un enfant. Ce sera plus difficile de sidérer une personne adulte. Et parfois, il va devoir trouver des solutions pour vraiment créer un état de terreur suffisamment important pour arriver à sidérer. Et une victime qui aurait déjà été agressée est plus vulnérable qu'une autre? Oui, parce qu'elle va avoir une mémoire traumatique de la première sidération. C'est-à-dire que l'agresseur va en fait réveiller une situation
situation qui a été terrifiante. Alors c'est sûr que, par exemple, une personne adulte qui a subi des traumas, ce qui est fréquent, des traumas sexuels dans l'enfance, un agresseur va beaucoup plus facilement la sidérer parce qu'il va réveiller chez elle l'état de sidération où elle a été au moment, dans son enfance, au moment où elle a été agressée. Alors, cette sidération, vous le dites bien, est prédictive de la survenue de conséquences psychotraumatiques importantes et d'un risque là aussi important de présenter différents troubles, on va en reparler, mais on va s'arrêter à des mots que vous avez prononcés parce que c'est assez compliqué, mais on va y arriver. Ce stress extrême, vous l'avez dit, c'est un risque vital pour le cœur et le cerveau. Du coup, il y a des mécanismes de sauvegarde qui vont se mettre en place, qui vont disjoncter donc les circuits émotionnels et ceux de la mémoire, et qui vont entraîner dissociation et mémoire traumatique. Je voudrais bien qu'on comprenne ces deux mots, qu'on essaye de différencier, qu'on comprenne de quoi il s'agit, parce que c'est complexe. Oui, c'est complexe. Alors en fait, ce qui se passe au moment de la disjonction, donc le cerveau a ce mécanisme de sauvegarde. Alors on est très loin de connaître exactement tout le fonctionnement et tout ce qui se passe à ce moment-là, mais ce qu'on sait, c'est que de façon concomitante, il y a une sécrétion de drogues dures que le cerveau produit, qui ont un effet kétamine et morphine, qui ont un effet de la kétamine et de la morphine comme un cocktail, qui vont aussi accentuer cet état de dépersonnalisation, de dissociation. Vous savez, c'est ce que les victimes décrivent, où elles ont la sensation d'être extérieures à leur corps, d'être spectatrices de l'événement, de ne plus sentir leur corps, elles vont plus sentir la douleur, elles vont savoir qu'elles savent qu'elles sont en train de vivre quelque chose d'horrible, mais elles ne ressentent pas ni la douleur ni l'émotion qui va avec. Donc ça donne une drôle de sensation d'irréalité, de déréalisation, et puis d'être comme si c'était comme si on était extérieur à l'événement. Donc ça c'est vraiment important. Et cette dissociation traumatique va durer tout le temps où la victime va être exposée au danger. Que ce soit à la présence de l'agresseur, si la situation risque de se reproduire, si c'est un proche, si c'est quelqu'un un de la contexte, famille. voilà, si c'est donc c'est pour ça que les troubles psychotraumatiques sont d'autant plus graves si c'est un proche qui est là, parce que la dissociation est d'autant plus importante. Et mais en même temps, parce que c'est ça qui est un peu plus compliqué, en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amygdale cérébrale, c'est une petite structure archaïque au niveau du cerveau qui est une structure d'alarme. C'est-à-dire qu'elle filtre tout ce qui vous arrive. Ça passe par un premier filtre qui est le thalamus, ensuite un deuxième filtre qui est l'amygdale cérébrale, et elle s'allume aussitôt qu'il y a une situation qui est anormale. Ce qui permet de comprendre... Dès qu'il y a un danger, Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de comprendre intellectuellement qu'il y a un danger pour être en situation d'alarme. C'est-à-dire un bébé va avoir un allumage très important de sa mémoire traumatique, de son amygdale cérébrale, pardon. Il va avoir un allumage très important aussitôt qu'il va être en situation d'être confronté à quelqu'un qui veut lui nuire, même s'il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Ça, c'est dès la naissance, en fait, on a cette capacité à réagir. Et même, comment on le sait? Comment on sait quand c'est les tout petits? Parce que en fait, leur amygdale cérébrale secrète. On peut évaluer le niveau de stress énorme qui se passe, même si l'agresseur arrive l'air gentil, c'est un peu comme dans les films d'horreur avec un petit sourire, tout ça. L'intentionnalité de détruire de l'agresseur est perçue par cette amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, c'est une structure de survie, un peu qu'on partage avec les animaux. qui vont réagir, et elle ne peut pas s'éteindre. Donc le cerveau ne peut pas l'éteindre, mais il va en fait l'empêcher d'interagir avec le reste de l'organisme. Donc l'amygdale cérébrale ne va plus pouvoir, elle va rester allumée de façon très importante, mais elle va plus pouvoir faire sécréter des hormones de stress, adrénaline, cortisol, et elle va plus pouvoir continuellement informer aussi le cerveau qu'il y a danger, il y a danger, il y a danger. Donc en fait, elle est isolée.
Et ce qui se passe, c'est que normalement, quand on vit un événement, c'est filtré par l'amygdale cérébrale. Ensuite, ça passe par les fonctions supérieures qui analysent et décryptent l'événement. Et ensuite, ça devient une mémoire autobiographique, ce qui se passe. Oui. C'est-à-dire qu'on l'intègre et on va pouvoir le raconter. Ça, c'est normal. Voilà, ça, c'est Quand normal. l'événement est Et normal. le contextualiser grâce à l'hippocampe. Oui. On va savoir exactement où, comment, et on va pouvoir le partager. L'hippocampe qui est le siège de la mémoire. Voilà, le siège de la mémoire et qui est une sorte de logiciel, de système d'exploitation de la mémoire et du repérage temporo-spatial. Mais là, à ce moment-là, l'hippocampe est déconnecté de l'amygdale cérébrale et tout ce qui arrive à partir du moment où ça disjoncte, tout ce qui arrive au niveau de l'amygdale cérébrale ne peut plus être intégré par l'hippocampe en mémoire autobiographique, en mémoire narrative. Et du coup, ça va rester bloqué. Et c'est ça qu'on appelle la mémoire traumatique. Donc, en même temps qu'il y a la dissociation traumatique, s'installe une mémoire traumatique. Mais ça veut dire que c'est stocké. Les souvenirs, ils sont là, ils existent. Ils existent. Mais ils sont stockés ailleurs, ils sont stockés au Oui, même endroit, alors- mais bloqués, c'est quoi? Alors, c'est très compliqué de savoir exactement, vous savez, les souvenirs. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont stockés. Alors, certainement dans cette amygdale cérébrale, dont on peut voir que le volume augmente quand il y a eu des traumas. Et que l'hippocampe, au contraire, diminue de volume. Ils sont stockés, apparemment, sur les IRM et tout ça, on voit que c'est l'amygdale cérébrale qui s'allume quand les flashbacks, les cauchemars, les images reviennent de l'événement. Mais ils ne vont pas être répartis dans le cerveau comme la mémoire autobiographique normale. Et en fait, l'amygdale cérébrale, normalement, elle sert d'alarme. Quand vous avez été confronté à un événement, à une situation de danger, c'est normal qu'elle se réactive aussitôt que vous êtes reconfronté à ce danger. Si vous avez failli avoir un accident sur la route avec un camion, aussitôt que, pendant un certain temps, aussitôt que vous allez croiser un camion, vous allez être beaucoup plus tendu. Mais vigilant, du coup, Mais c'est vigilant. utile, hein. Donc c'est plutôt positif. Sauf que là, comme tout le système a été dépassé, ça devient plus du tout positif, ça devient une machine à remonter le temps, c'est-à-dire que les événements sont stockés à l'état brut, non intégrés, mélangés, et quand aussitôt que quelque chose rappelle l'événement, ça va envahir tout le psychisme de la personne, qui va revivre à l'identique les événements avec les mêmes émotions, les mêmes odeurs, les mêmes C'est ça, sensations, et ça la peut même être- douleur. Effectivement, ça peut être quoi? Ça peut être une odeur, un flash, Voilà, une n'importe quoi peut odeur, quelqu'un déclencher. qui ressemble à l'agresseur, un mouvement de quelqu'un qui surprend, un bruit. Ça peut être une date, une situation, un mot, une sensation, une douleur, un examen médical, par exemple, qui peut aussi... donc plein de choses qui vont faire un lien, en fait, à la fois un lien par rapport, qui peut être très direct, c'est-à-dire voir un viol à la télévision, par exemple, dans un film, mais ça peut être aussi un lien très indirect contextuel, une pièce qui ressemble à la pièce où on a subi les violences. J'ai beaucoup de patientes, par exemple, c'est les mains des gens. Une main qui ressemble aux mains des agresseurs, et paf, elles partent en vrille. Mais ça peut être aussi parce qu'il pleut, parce que justement ce jour-là il pleuvait. Enfin, plein de situations qui peuvent rappeler comme ça l'événement, des heures dans la journée. On le voit aussi avec, par exemple, les victimes du Bataclan, par rapport au vendredi soir, à partir de 22h. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Mais ça peut être C'est quoi? aussi... C'est de la panique qui monte, Alors, c'est de l'inconfort, de l'angoisse, c'est quoi? Alors, c'est ça qui va être compliqué. C'est-à-dire que cette mémoire traumatique, elle fait revivre. Donc, c'est une machine à remonter le temps. On revit l'événement et on le revit avec les mêmes émotions, sauf si on est dissocié. C'est là où on va avec C'est ça le qui est compliqué, problème. c'est pour ça que c'est important. Voilà. Donc, la mémoire traumatique et la dissociation s'installent en même temps après la sidération. Mais s'il y a dissociation, la mémoire traumatique va revenir, mais avec des images qui vont venir comme ça, des scénarios qui vont passer, mais pas de ressenti émotionnel, pas de douleur, pas de terreur, pas de stress, mais des choses bizarres. Donc les gens vont se trouver bizarres parce qu'ils ont des images de viol qui passent dans leur tête et se demandent pourquoi. Mais s'ils ne sont pas dissociés, on va voir pourquoi, comment ça se passe, à ce moment-là, c'est avec les émotions et avec les douleurs qui vont avec. Et donc la mémoire traumatique, à ce moment-là, c'est vraiment une attaque de panique. Si on a subi justement une strangulation, comme dans l'exemple, le témoignage qu'on a entendu, on va de nouveau plus pouvoir respirer. Ça.
Voilà, on va revivre. C'est très impressionnant la mémoire traumatique parce que on peut revivre vraiment tel qu'on était. C'est-à-dire que si on était un enfant qui ne savait pas écrire, quand la mémoire traumatique s'allume, la personne elle est plus capable de signer, de lire. Elle est bloquée à ce stade-là. On a l'impression elle perd tous ses moyens. Elle est en voiture, sa mémoire traumatique s'allume. Elle a subi des violences sexuelles avant de savoir conduire. Elle peut lâcher le volant en se demandant mais qu'est-ce que je fais là ? Sans comprendre pourquoi. C'est très très impressionnant pour ça fait revivre à l'identique. Si elle était dans le noir, elle peut se retrouver à ne plus rien voir. C'est ce qu'on appelait, vous savez, les hystéries de conversion. Au niveau psychanalytique, avec des gens qui d'un seul coup sont paralysés, ne peuvent plus bouger, parce qu'ils étaient bloqués au moment des violences. Ils ne peuvent plus parler parce qu'ils étaient bâillonnés ou on les empêchait de parler. Ils ne peuvent plus voir parce que c'était dans le noir. Vous voyez, donc c'est très impressionnant. Donc cette mémoire traumatique, elle s'allume, mais elle s'allume de façon très, très, comment on peut dire, pas du tout, justement, ça n'a pas été traité par les fonctions supérieures. Donc ça vient comme ça. Et puis il y a aussi l'agresseur. C'est pas rangé de manière ordonnée. Il y a aussi, et ça, on va le voir tout au long de ces podcasts, il y a la mémoire traumatique de l'agresseur, ses paroles, ses cris, sa haine, son mépris, son regard d'assassin. C'est aussi toutes ses paroles, tout son comportement, toute sa violence, toute sa perversité, son excitation perverse. Tout ça va revenir aussi chez la victime, mais sans qu'elle sache ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas. Ça va l'envahir et elle peut avoir l'impression de devenir folle, de pas comprendre. Donc il y a toute cette oscillation entre dissociation traumatique et mémoire traumatique, et la mémoire traumatique n'est pas la même si on est dissocié ou pas dissocié. Voilà, donc pour conclure, chez ces victimes, le souvenir n'est plus corrélé à une émotion, et plus l'agression a été grave, violente, la victime jeune, plus ce circuit disjoncte, d'où la dissociation. La mémoire traumatique est souvent une amnésie traumatique aux lourdes conséquences. On en parle dans le prochain épisode. Carnet de santé, un podcast en 6 épisodes à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.